Allez, salut la team, salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau format. Nouveau format, nous allons parler du PSG historique, donc des matchs historiques du PSG. Et pour ce premier épisode, nous allons partir en 1982. Mais avant tout, pensez bien à vous abonner à Oxma Foot, d'activer la petite cloche pour justement suivre toute l'activité d'Oxma Foot et de bien sûr laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et par la même occasion, laissez vos commentaires, n'hésitez pas. Dites-vous ce que vous en pensez. Et puis s'il y a des matchs que vous aimeriez bien qu'on discute aussi du PSG, moi j'ai ma liste, mais il y en a peut-être qui vont peut-être venir et me dire ouais, il y a d'autres matchs intéressants du PSG. Voilà, donc pensez bien, abonnez-vous, participez, commentez, allez-y tout de suite. Donc ce premier épisode, on part tout de suite en 1982 et très exactement le 15 mai 1982 pour la 65e finale de la Coupe de France entre l'AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain. Francis Borrelli, pour moi le plus grand président qu'a eu le Paris Saint-Germain, très très loin devant Nasser Al-Khelaifi. Vraiment, Francis Borrelli, qui a été pour moi le président emblématique du PSG, a dit, après cette victoire, on a mis du temps, on y a mis la manière, puisqu'à Paris, on ne fait pas les choses comme tout le monde. C'est ainsi que Francis Borrelli, le président parisien, décrira cette première victoire en Coupe de France ce 15 mai 1982 contre les champions de France en titre, l'AS Saint-Étienne. Retour sur cette soirée littéralement extraordinaire qui a vu Paris remporter son premier trophée depuis 1949 et le premier tout court du PSG. On est parti. Je me souviens moi de cette soirée, tout jeune supporter du PSG que j'étais impatient. Paris Saint-Germain est en finale de la Coupe de France. Vous imaginez pas avant le rayonnement qu'avait la Coupe de France. Donc en ce samedi 15 mai 1982, la finale de la 65e finale Coupe de France donc oppose les champions de France en titre, l'AS Saint-Étienne, au Paris Saint-Germain. L'affiche est inédite, jamais les deux clubs ne s'étaient affrontés dans cette compétition avant cette finale de 1982. Les Verts comme on les appelait à l'époque, déjà finalistes la saison précédente, sont donnés favoris de ce match. C'est normal. En 1982, il faut remettre le contexte. Et on est sur la suite de cette finale, de cette célèbre finale perdue contre le Bayern de Munich en 1976, qui est encore dans toutes les têtes. Et en cette fin de saison 81-82, l'AS Saint-Étienne a laissé filer le titre au profit de Monaco. C'est Monaco qui finira champion de France en 1982, mais parvient tout de même à conserver sa place de dauphin dans cette fin de saison. Ils vont finir second. Les Verts restent sur 9 matchs sans défaite avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Et lors de la dernière journée, il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque, on est en 1982, ils ont atomisé le FC Metz 9-2 au stade Geoffroy Guichard, dans ce qu'on appelait à l'époque le chaudron vert, car c'était un stade qui bouillait de tous les côtés. De son côté, le PSG avait accompli la saison passée la meilleure performance de son histoire. Souvenez-vous, en 82, ils sont montés en première division en 1975. Le bilan reste modeste quand même, ils sont 5e en D1 et une élimination en 16e de finale de la Coupe de France. Ça, c'était la saison 80-81. Son meilleur parcours en Coupe de France remonte en 1975 est une élimination en demi-finale. Et en 81-82, tout comme les Stéphanois, les Parisiens ont souffert en fin de saison.
La 4e place obtenue en mars n'est plus qu'un lointain souvenir. Ce PSG-là n'est pas le PSG. Il faut vraiment se mettre dans le contexte. Avec seulement 2 victoires sur les 9 derniers matchs, contre 5 défaites, le PSG se classe finalement 7e, loin des places européennes. En Coupe de France, les Parisiens ont su venu à bout de Nîmes, qui était en D2 à l'époque au tir au but, de Nolimine, des clubs qu'on ne croise plus, de Marseille, ils étaient en D2 cette année-là, c'était pas la Ligue 2, c'était la D2, et Bordeaux en D1 après prolongation. En demi-finale, quelques jours plus tôt, c'est à nouveau au tir au but que le PSG élimine Tours, grâce à une performance exceptionnelle de Dominique Baratelli, qui a repoussé 4 pénaltys sur 5. Dominique Baratelli, à l'époque, c'était le niveau qu'on a les gardiens d'aujourd'hui. Et la SS, quand elle a éliminé Bastia en demi-finale, les Stéphanois, c'était leur bourreau de la saison passée qui les avait battus. Donc la finale, ce soir, on revient à SS Paris Saint-Germain. Alors on démarre les Verts face aux modestes Parisiens. C'était ça, à l'époque, c'était ce qu'on se disait. Les Verts, la plus grande équipe française à ce moment-là, contre de modestes Parisiens qui arrivaient. Les Verts devaient manger les Parisiens. C'était comme ça, c'est ce qu'on attendait tous. Pour la première fois, le PSG passait à la télé en plus. Était retransmis en direct à la télévision, il a fallu arriver en finale de cette Coupe de France. Car à l'époque, il y avait 3 chaînes. Il n'y en avait pas comme aujourd'hui à foison. Les images sont donc diffusées sur TF1 déjà à l'époque et commentées par un certain Michel Denisot qui deviendra un grand président du PSG après et du regretté Didier Roustan qui ont fait vivre ce match avec beaucoup de passion, je m'en souviens, je vous l'ai dit. Les amenés parisiens ont pris place dans la tribune Auteuil, donc si on est dans la tribune présidentielle, Auteuil c'est à gauche et Boulogne c'est à droite. La seule qui leur a été réservée quoi qu'il arrive, même si le stade fait 46 000 places, à ce moment-là on est sur du 46 000 qui étaient présents, mais qu'une tribune, comme aujourd'hui, n'était pour le PSG. Allez, les deux clubs donc se neutralisent dès le début, 0-0. À Saint-Etienne comme à Paris, donc cette année-là, il n'y a pas eu de victoire entre les deux équipes. Le scénario se reproduit jusqu'à l'heure de jeu. Malgré une domination nette des Parisiens, les occasions sont rares quand même dans ce match. Mais Souriac avait ouvert la marque, je me souviens d'un coup franc très lointain tiré à ras de terre. Souriac, un joueur à l'époque yougoslave, Ivica Souriac, les Yougoslaves avaient vraiment cette qualité à l'époque. Souriac, c'était un gaucher et il ne savait jouer que du pied gauche. Le pied droit lui servait à monter dans le bus. Une grosse frappe du pied gauche, il a marqué, mais c'était un coup franc indirect et personne n'avait touché le ballon. Donc l'arbitre du match, qui était Michel Vautreau, tout à fait naturellement, refuse le but, ce qui est tout à fait normal. Le coup franc était indirect et Souriac avait tiré directement ce coup franc. Logiquement, donc, ce but est refusé. Et par la suite, la situation évolue finalement à l'heure de jeu. À l'heure de jeu, toujours Souriac, sur un centre en retrait côté gauche, avec son pied gauche, comme je vous disais. Toko contrôle de la cuisse droite, et puis reprend d'une demi-volée du pied gauche. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Nous sommes à la 58e minute. Nambonding Toko vient d'ouvrir la marque. Je ne vous explique pas la joie à ce moment-là. Allez, Toko vient de marquer, on explose. On a la 58e, il reste encore une bonne demi-heure de jeu. Mais bon, Saint-Etienne et Saint-Etienne, Michel Platini disputait son dernier match avec les Verts avant de rejoindre la Juventus de Turin. Michel Platini, qui à ce moment-là est quand même la star française, égalise. Il va égaliser, allez, un peu moins de 20 minutes plus tard, d'une reprise aux 6 mètres. Après un centre venu de la gauche et au point de pénalty, il va reprendre. Nous sommes à la 76e minute de jeu. La fin de match va être très très longue. La fin du temps réglementaire va être très très longue. Mais l'arbitre siffle la fin du match. Le score, PSG 1, Saint-Etienne 1. Nous
Nous sommes en 1982, année de Coupe du Monde. Donc, exceptionnellement, cette finale de Coupe de France va faire exception. Le match ne sera pas rejoué. Théoriquement, dans les règles, à l'époque, une finale ne pouvait pas finir sur un match nul. Il devait être joué, rejoué ce match. C'est arrivé 5 fois que le match ait été rejoué par le passé. Mais cette année, en 1982, c'est la première fois que ça va arriver. Le match ne sera pas rejoué à cause de la Coupe du Monde 1982. Donc nous partons en prolongation. Les prolongations démarrent, et en prolongation, Michel Platini, encore lui, donne l'avantage aux hommes de Robert Armin, le Sphinx, l'entraîneur iconique de Saint-Étienne à l'époque. D'une nouvelle reprise dans la surface, nous sommes à la 99e, et là, patatrac, tout s'écoule. Saint-Étienne mène 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Il reste encore 20 minutes à jouer. Les coéquipiers de Laurent Paganelli, à l'époque il n'était pas commentateur sur Canal+, mais il était joueur et jeune joueur de Saint-Étienne, pensent avoir le match en main. On arrive à la 120e minute, et l'action, jusqu'à un nouveau centre d'Ivica Souriac. Revoyez toutes les images. Ivica Souriac, nouveau centre du pied droit ce coup-ci. Vous vous en souvenez quand je vous dis que son pied droit ne servait qu'à monter dans le bus. Et bien là, il a servi à faire un centre repris par un certain Dominique Rocheteau d'une volée à l'entrée des 6 mètres. 120e minute, et le score du Parc des Princes est de 2 pour Saint-Étienne, 2 pour le PSG. Le Parc des Princes explose. Les supporters de Paris explosent. On saute tous de joie. Vous imaginez ce final à la 120e minute. Les Parisiens égalisent grâce à Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau qui deviendra ensuite le meilleur buteur de l'histoire du club avec 100 buts tout rond, jusqu'à l'arrivée d'un certain Pedro Miguel Pauleta. Mais Dominique Rocheteau crucifie son ancienne équipe dans les toutes dernières secondes. N'oublions pas que Dominique Rocheteau était à Saint-Étienne avant, et n'oublions pas qu'on l'appelait l'Ange Vert. Mais l'Ange Vert, à ce moment, libère le Parc des Princes. Les supporters envahissent le terrain. C'est un truc de fou, on est en 1982, on n'est pas aujourd'hui. Hein. Remettez tout ça dans le contexte. C'était il y a 43 ans. Il n'y a eu aucun incident, bien sûr, envahissement du terrain, mais il n'y a eu aucun incident. Et M. Francis Borrelli, le président du PSG, s'agenouille sur la pelouse pour embrasser cette fameuse pelouse, cette image qui restera iconique dans le monde du football parisien, quand le président Francis Borrelli s'agenouille sur la pelouse pour l'embrasser, en signe vraiment de grande satisfaction. Le calme revient, une demi-heure plus tard quand même, on est vraiment en 1982. C'est là, le PSG aurait été disqualifié, on n'en parlait plus, on peut se retomber sur le PSG, et on sait que tout le monde aurait été content. Là, tout revient, les deux équipes doivent encore disputer la séance des tirs au but. Ça sera la 3e fois pour les Parisiens cette saison. Après Nîmes et après Tours, au tour précédent, les Parisiens vont encore disputer une séance de tirs au but. Qui va rester là aussi un beau souvenir. Les joueurs des deux équipes réalisent un sans faute, 5-5. Côté stéphanois, Baptiston, Zanon, Johnny Rep, Jean-François Larios et bien sûr Michel Platini pour Saint-Étienne vont tirer leurs 5 tirs au but et les marquer. Côté parisien, Dominique Battenet, Jean-Claude Renaud, Dominique Rocheteau, Ivica Souriac et Luis Fernandez leur répondent. On est à 5-5. Dans la phase de la mort subite, là attention, on rigole plus, on est dans la mort subite. Dominique Baratelli fait face à Christian Lopez, défenseur de l'AS Saint-Étienne, capitaine de l'AS Saint-Étienne, Christian Lopez, défenseur international. Et là, Dominique Baratelli stoppe le penalty de Christian Lopez. Jean-Marc Pilorget, tout jeune défenseur du Paris Saint-Germain,
joueur formé au Paris Saint-Germain, se présente au point de pénalty. Il a la balle au bout de son pied du premier trophée du PSG. Vous voyez bien ce moment, prenez ce moment, allez-y. Jean-Marc Pulorget qui deviendra le joueur le plus capé du Paris Saint-Germain avec 435 matchs officiels. Nous ne sommes pas dans les mondes d'aujourd'hui où maintenant ils font beaucoup de matchs par saison. Non, à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Se présente alors devant Jean Castaneda, le gardien stéphanois, international aussi, comme beaucoup de Stéphanois. Il anticipe sur sa droite. Il anticipe sur la droite de Jean-Marc Pulorget le tir. Et Jean-Marc Pulorget transforme ce penalty. Il est pris à contre-pied. Le Paris Saint-Germain remporte sa première Coupe de France officiellement. Francis Borrelli, avec sa célèbre sacoche en main, court après Jean-Marc Pulorget pour l'attraper, pour le féliciter. Le PSG vient de remporter sa première Coupe de France de l'histoire. Nous sommes en 1982. Le PSG n'a même pas 10 ans d'existence et vient de remporter sa première Coupe de France en 1982. Remettez-vous ça dans le contexte, mettez tout bien dans le contexte, car à l'époque, il y avait Saint-Étienne, à l'époque, il y avait l'AS Monaco, à l'époque, il y avait le FC Nantes. Il y avait des clubs, il y avait des très très grands clubs à l'époque en France. Et le Paris Saint-Germain vient de remporter sa première Coupe de France. La déclaration de Francis Borrelli que je vous ai donnée au départ, il l'a dit le lendemain sur le plateau de Téléfoot, car à l'époque, les vainqueurs de la Coupe de France étaient reçus sur le plateau de Téléfoot après la fête toute la nuit dans Paris. Le lendemain, ils venaient sur le plateau de Téléfoot. Et sur le plateau de Téléfoot, l'ancien président du Paris Saint-Germain, Francis Borrelli, l'a dit, on a mis du temps, on y a mis la manière, puisqu'à Paris on ne fait pas les choses comme tout le monde, mais ils l'ont gagné. Le Paris Saint-Germain est le 7e club parisien à inscrire son nom au palmarès de la Coupe de France. C'est un record, mais c'est une première depuis 1949. Personne, donc on va dire presque dans l'après-guerre, les Parisiens n'avaient pas remporté cette Coupe de France. Dominique Battenet, l'ancien Stéphanois quand même, faut reconnaître ça, reçoit des mains à l'époque, le président c'était François Mitterrand qui venait d'être élu. Il avait été élu un an plus tôt. Il lui remet sa 4e Coupe de France, 3 remportées avec Saint-Étienne, et il deviendra le recordman de l'épreuve la saison d'après en remportant une autre avec le Paris Saint-Germain, donc il en aura 5. Le PSG, lui, s'est imposé, la regagnera, mais on en reparlera dans un autre épisode. Allez, Dominique Battenet a été le recordman des victoires. Depuis, il a été rejoint par Alain Roche, qui en a remporté 2 avec les Girondins de Bordeaux et 3 avec le Paris Saint-Germain. Donc on va rester sur Dominique Battenet. Dominique Battenet sera le premier capitaine parisien à soulever un trophée, et ça sera cette Coupe de France. Allez, pour finir, on va revenir un peu même en avant, en 1974. Donc après le barrage d'accession à la première division contre Valenciennes en 1974, et cette finale est le premier grand match de l'histoire du club. Enfin, ce premier trophée est également synonyme de qualification pour les Parisiens, ça aussi je m'en souviens. Francis Borrelli embrasse la pelouse, on s'en souvient aussi. Le baiser de Francis Borrelli sur la pelouse du Parc des Princes à l'égalisation de Rocheteau dans les ultimes secondes de la prolongation fera le tour des télévisions. Et après le match, le Parisien expliquera son geste sur le plateau de TF1, toujours pareil, lors de cette fameuse émission de téléfoot. Il le dira, je n'ai aucune coutume, je n'ai pas coutume d'être expansif, mais bien que je sois méditerranéen, même on ne peut pas contenir une telle joie, elle explique, et je le comprends, puisque je vous le redis, en tant que supporter parisien, ça avait été quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement extraordinaire, on est tout en joie, on ne regarde pas, on ne calcule pas, c'est clair. Il n'y a pas de comédie, ça a été de la spontanéité. Et il avoue, je suis très heureux pour les Parisiens, nous étions très heureux. Et c'est pour ça, moi, aujourd'hui, en tant que supporter du PSG, je garde Francis Borrelli comme le président, pour moi, le meilleur des présidents que le PSG a connu. Je le mets loin devant Nasser.
Et je le mets aussi devant moi, pour moi, dans l'ordre de mes présidents. C'est Francis Borrelli, Michel Denisot et Nasser El-Khelaifi qui arrivent derrière. La fête d'après-match ne s'est pas arrêtée, bien sûr, hein, ça a continué toute la nuit. Et on a eu quand même des petits échos par rapport à Francis Borrelli. On sait à la fin, quand ils ont fêté ce titre, ils étaient dans un hôtel où Francis Borrelli et quelques joueurs du PSG sont descendus partager le champagne avec certains supporters qui étaient présents devant l'hôtel. C'était ça, Francis Borrelli aussi, c'est ce qu'il faut bien qu'on retienne. Et ça, Francis Borrelli avait ça dans le truc. C'était vraiment quelqu'un. Ça a été un gros supporter, un grand président et un gros supporter parisien. Le PSG célébrera cette victoire 2 jours plus tard, donc le lundi sur les Champs-Élysées, avec 5000 supporters. Donc là aussi, on est vraiment dans l'avant. On se souvient qu'en 1976, Saint-Etienne avait défilé sur les champs à l'époque, malgré la défaite à cette finale de Coupe des clubs champions. Là, le PSG défile, fait la fête sur les Champs-Élysées. Voilà le score final, je vous le rappelle. Fin du temps réglementaire, 1-1 entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Fin des prolongations, 2-2 entre Saint-Etienne et le PSG. Et au tir au but, les Stéphanois loupent leur 6e tir au but par Christian Lopez et Jean-Marc Pulorget marque le 6e. Victoire des Parisiens 6-5 au tir au but. Belle victoire des Parisiens. Les Parisiens à cette époque-là, dans leur équipe, ont trouvé des joueurs, on va dire, un peu avec quelques couronnes. Avec quelques couronnes, les Parisiens. On retrouve les Parisiens donc avec quelques couronnes, en l'occurrence Dominique Battenet, Dominique Baratelli, qui était des joueurs déjà confirmés, Dominique Rocheteau, qui était, après des bons moments à la Saint-Etienne, était un joueur confirmé aussi. On avait notre star à nous de l'époque, Mustapha Daleb, qui était le joueur, qui était la star, ça a été la première star du PSG, l'international algérien. Ivica Souriac, qui en Yougoslavie était à l'époque un joueur très très connu et réputé. Et quelques jeunes, Luis Fernandez, on avait Jean-Marc Pulorget, on avait Nambantik Togo, qui n'était pas jeune, mais qui était du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était cette alchimie-là, le PSG, et c'est ce premier coup d'éclat du PSG. Voilà, j'espère que je vous ai fait vivre cette premier trophée du PSG comme je l'ai vécu, avec un réel plaisir. Moi, je vais vous dire à très très bientôt pour un épisode 2 qui sera sans doute un match de 1993 entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. Je vous dis salut à tous et à très très bientôt.